Alors, je suis Georges Seibeck, comme Jean-François Bellost, passé par une école d'ingénieur, mais revendiquant le titre d'ingénieur défroqué, puisque je n'ai fait que des sciences molles, de la sociologie, puis de l'histoire. Une carrière complète de chercheur, qui s'est terminée à l'école des Ponts-sur-Cé dans un laboratoire, le LATS, passé par diverses étapes, fondateur de l'association pour l'histoire du chemin de fer, devenue aujourd'hui Rail et Histoire, portée sur les fonds baptismaux par la SNCF, comme EDF, dont associé qui existe toujours, qui chaque année propose en particulier des bourses pour les étudiants sur le domaine ferroviaire. Voilà. Donc depuis 1978, je me suis spécialisé un peu bon gré mal gré, mais aujourd'hui toujours, dans le monde ferroviaire, en privilégiant aux origines une approche par les mondes cheminots. Ma thèse de sociologie, ma thèse d'histoire était dirigée par Michel Perrault. Dans le jury, il y avait bien sûr François Caron, à qui j'ai côtoyé, participé, débattu. Et en ce qui me concerne, j'ai toujours apprécié Louis Gérard, qui est un livre de référence que j'ai sous le coude, à portée de main, dans cette histoire longue des chemins de fer qui me tient à cœur, des origines à nos jours. Si j'ai bien compris, je bénéficierai, entre guillemets, de l'absence de deux autres interlocuteurs, ce qui permet d'annoncer une communication en marche détendue, disons, à la SNCF. Le conducteur dans sa locomotive est beaucoup plus cool, et les voyageurs en profitent pour voir le paysage plus tranquillement. Pardon de vous couper juste une minute. Effectivement, deux personnes sont absentes, à la fois pour des raisons privées et pour des raisons, on va dire, sanitaires. Nous avons Pierre Branda et Eric Anceau qui vont lire respectivement la communication de l'une et de l'autre. Donc, ça ne vous donne, hélas, pas beaucoup plus de temps. Bon, d'accord. Mais cela étant, vous pouvez poursuivre. Premièrement, je ne lirai pas mes brouillons, mes notes. Je vais essayer d'être plutôt percutant. Quelques jours après le 2 décembre, à la Bourse de Paris, les rentes 5 et 3% doublent en quelques jours. Ernest Feydeau, dans ses mémoires d'un coulissier, dit « Les cours ne montaient pas, ils bondissaient ». Le samedi suivant, le journal des chemins de fer, le 13 décembre, le premier journal financier, note « Les spéculateurs ne sont pas laissés intimider par des tentatives de barricades qui ont eu lieu les 3 et 4 décembre. La position leur a paru, dès ce moment, dégagée de tous ses principaux embarras et les capitaux arrivaient en masse à la bourse. On a vu en quelques jours une hausse violente de 6 à 7 francs, qui ramène le 5%, presque au cours les plus bas qu'il y avait depuis la révolution de février. Affluence à 20 décembre, la 3e semaine de décembre, jamais on n'avait vu une si grande affluence du monde. On avait été obligé d'augmenter le nombre des factionnaires chargés de maintenir la circulation des commis d'agents de change aux approches du parquet. Il était fort difficile aux clients de faire passer leurs ordres. Napoléon a compris dans ce coup d'éclat, et ce coup d'État, quelques jours après, convoque les compagnies de chemin de fer. Et pour se mettre dans la poche, sorti de ce marasme depuis 1948, il leur dit « J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Il y a le dossier d'une petite ceinture qui couvre à Paris depuis 3-4 ans, mais moi je mets 10 millions sur la table, vous allongez de 10 millions, et 4 compagnies, Ouest, Nord, Est, Paris-Lyon et Ouest, vous faites une jonction, cette petite ceinture qui n'est pas encore bouclée à l'Ouest. Intéressant. Et au-delà de cette aide et de cette stimulation financière importante, la petite ceinture, on la connaît vaguement avec des petits trains qui circulaient de gare en gare sur la petite ceinture, mais surtout, finalement, c'est une manière de dire aux compagnies, il est temps de faire un réseau connecté, et non pas des gares terminus à Paris, mais de relier le charbon qui vient du Nord, qui puisse aller à Limoges en passant par la petite ceinture. N'oublions pas que la SNCF, on mettra du temps à connecter le TGV Nord et le TGV Lyon, c'est resté longtemps en dessous des radars. Voilà, donc, intéressant déjà, contribution politique et financière. En janvier 1952, quelques semaines après, aussitôt, adjudication de 2 beaux fruits qui avaient capoté avant 1948, mise en concession du Lyon-Avignon et du Paris-Lyon. Paris-Lyon, c'est le plus gros morceau, le plus beau morceau convoité après le Paris, qui a été déjà acheté par les Rothschild. L'affaire est bouclée, début mars, constitution de 2 grandes compagnies, le Lyon-Méditerranée, Talabot, et le Paris-Lyon, mélange de financiers, administrateurs, charbonnage, Arès Dufour, Talabot, Rothschild, etc. Et ces 2 compagnies fusionneront en 1957 pour former le fameux Paris-Lyon-Méditerranée. On l'a évoqué ce matin par Thierry Clay,
autre astuce financière, innovation, c'est la fameuse obligation 3%, 3,75, donc, qui est mise en route très vite, qui va permettre de financer à base d'émissions d'obligations cet immense actionnariat appel aux capitaux pour créer des compagnies de chemin de fer de manière durable dans cette décennie. La paternité de cette invention est discutée, disputée. En tout cas, la compagnie d'Ansdrieux à Roanne l'a mis en application dès 1950, mais Talbot revendique la paternité d'avoir inventé l'obligation. De la même manière, Rothschild au Nord dit « c'est moi qui ai inventé l'obligation », et bien sûr, les frères Perrer, un peu plus tard, le Crédit Immobilier dira « j'ai réclamé dans des rapports, dira avoir formulé le système de l'emploi simultané des obligations et actions, la constitution des compagnies du capital du Crédit Immobilier ». On l'a évoqué ce matin, ça permettait quoi? Ça permettait un noyau dur de financiers, de faire appel à de l'épargne collectée habilement par des obligations qui sont en particulier garanties par l'État, garanties d'intérêt, et donc de réserver le partage des fruits à un actionnariat, un noyau d'actionnariat très limité, très concentré. Alors, derrière, il y a une manière de gouvernance très particulière, au profit ou au détriment de ces rentiers. En tout cas, cette affaire connaîtra un certain succès populaire, même si l'obligation de 500 francs, comme on l'a dit ce matin, n'est pas à la portée des gens ordinaires. Une autre manière, une autre impulsion, c'est finalement, je rappelle, le régime des décrets, c'est-à-dire quelques mois après, on décrit la Constitution nouvelle que dorénavant, une concession de chemin de fer n'a besoin que d'un décret, et d'un décret et d'un visa du Conseil d'État, et sera débattue simplement au corps législatif s'il y a des questions de financement en jeu. Mais on l'a déjà évoqué, le corps législatif est une structure croupion, et le Conseil d'État est fortement très impliqué dans ces grands projets pour apporter son visa. Dans ce contexte d'outils facilitant l'affaire, on a évoqué ce matin, bien entendu, et c'est Éric Anseau qui l'a évoqué, je ne peux pas m'empêcher de ne pas le répéter, la première étape, c'est le discours de Bordeaux. Je m'excuse, je te répète, parce qu'au fond, c'est fondamental. Dans sa tournée en octobre 1952 à Bordeaux, nous avons d'immenses territoires incultes à défricher, des routes à ouvrir, des ports à creuser, des rivières navigables, des canaux à terminer, notre réseau de chemin de fer à compléter. Au total, on se fera le bilan. Tiens, les canaux, les routes ont été les parents pauvres du Second Empire. On n'a pas parlé encore ce matin de ça. Alors évidemment, ce fameux décret qui permet la concession depuis l'Élysée va faciliter, au fond, d'en faire un jouet politique, un instrument de faveur électorale en particulier. Je ne citerai pour mémoire qu'au fond, le demi-frère de Napoléon III, qui va se servir copieusement en obtenant la concession du Grand Central, un réseau un peu dévertébré, où il serait question de desservir les houillères du centre de l'Auvergne profonde, vers le versant vers Bordeaux, en passant par Aubin et l'Aveyron, en passant à Cap-de-Naples, l'Exos, Montauban, la Garonne navigable, un projet un peu fumeux, mais finalement qui ne pose pas de problème du point de vue du montage financier avec Morny et, on l'a évoqué, Donon, etc. Bon, projet qui est tellement fragile sur le fond qu'il capotera assez vite. Les ministres aux travaux publics, les grandes figures, les pontifes du Second Empire, se serviront un petit peu au passage quand même. Donc, du côté de Rouher, dans le Puy-de-Dôme, tout-puissant Rouher, bon, son beau-frère, qui est préfet de la Corrèze, facilitera l'élection du député de la Corrèze, de la section au nord, en obtenant une voie ferrée à partant de Tulle. Par contre, les brévistes, la partie Corrèze du Sud républicaine, n'aura pas une signature, une seule concession de voie ferrée, tellement le pays là-bas est trop républicain. Sanction, donc, politique sur le territoire, très visible. Quant à Magne, évidemment, originaire du Périgord, dans ses projets au-delà du Paris-Orléans, centre qui arrive à Vierzon, Vierzon-Limoges, pour aller vers Toulouse, eh bien, il sera judicieux de passer par Limoges, Périgueux, Agen, Montauban, Toulouse. Grand détour, mais le Périgord sera très content d'applaudir « Merci, monsieur Magne », évidemment. Voilà, bon, donc, je passe sur cette affaire... le palier oral, demain, si vous votez pour moi, vous aurez un chemin de fer, évidemment. Et ça sera encore plus vrai sous la Troisième République. Donc, ce n'est pas une recette spécifique.
Mais ce régime, au fond, du décret sorti de l'Élysée, ça facilitait évidemment beaucoup les choses. Deuxième impulsion fondamentale, et ça on ne l'a pas assez souligné aujourd'hui, c'est 1860. Éric Anceau l'a dit, ok, mais trop rapidement. Discours, programme du 5 janvier. Mais c'est une tartine fondamentale de Napoléon III, avant de signer le traité, lettre de Napoléon III à son ministre Rouher. Il lui demande un des plus grands services à rendre à notre pays est de faciliter le transport des matières de première nécessité pour la culture et l'industrie. Ces programmes se consistent à développer notre commerce étranger par l'échange des produits. Il faut améliorer notre agriculture, affranchir notre industrie de tous les barrages. En ce qui touche l'agriculture, il faut la faire participer aux bienfaits des institutions de crédit, défricher les forêts, dessécher les plaines, les marécages, irriguer, défricher, de reboiser les montagnes. Ces travaux transformant les communaux, incultes, seront cultivés. Pour encourager l'industrie, il faut affranchir de tout droit les matières premières indispensables à l'industrie et lui prêter exceptionnellement à un taux modéré de quoi investir. Un des plus grands services à rendre au pays est de faciliter le transport des matières de première nécessité pour l'agriculture et l'industrie, à savoir, ça c'est important, à cet effet, vous, ministre des Travaux publics, vous devrez exécuter le plus promptement possible les voies de communication, canaux, routes et chemins de fer, qui auront surtout pour but d'amener la houille et les engrais. Deux mots-clés qu'on n'a pas encore prononcés jusqu'à cette heure-là. Il faut... et donc ça me semble très très important, puisqu'on peut constater très facilement que donc quelques jours après, les traités sont signés, et que dans un rapport du 2 mars, Rouher répond à Napoléon III, et on comprend dans son laïus que c'est lui qui a fabriqué ce programme, finalement. C'est lui qui allait le... Bon, je suis très flatté, etc., de mettre en œuvre le programme que j'ai évoqué, le transport de la houille, considérant comme un enjeu fondamental, à l'heure, c'est sûr, du traité de libre-échange, et de cette houe anglaise réputée d'une excellente qualité, le Cardiff en particulier, d'une très bonne qualité, qui n'est pas friable, dont les locomotives raffolent, mais qui coûte un prix les yeux de la tête. Et donc de voir, nous voyons un rapport de Rouher, par le menu détail, faire l'inventaire des bassins mouillés, des 52 bassins de combustible minéral de la France, et de dire, bon, la moitié d'entre eux, au moins, c'est des poussières de charbon, ce n'est pas intéressant, mais par contre, 19 bassins méritent urbi et orbi immédiatement de bénéficier de ce plan, le mot est prononcé, de ce plan, le système de communication qui améliorerait la desserte pour avoir des tarifs réduits de transport et donc de compétitivité avec la houille anglaise qui arrive sur les ports du Nord jusqu'à Bordeaux. La France ne produit pas assez de charbon, elle doit importer du charbon anglais et belge aussi, et son charbon n'est pas de très bonne qualité. Voilà, ça me semble très très important. Et la preuve année, alors n'oublions pas, j'ai l'impression que l'histoire du charbonnage depuis Marcel Gillet est tombée en désuétude, en friche, mais que l'industrie houillère française, son deuxième décollage, c'est le Second Empire. Jusqu'à présent, nous avons 23 concessions de charbon dans le Nord-Pas-de-Calais, principalement le Nord. On a commencé par Anzin et Aniche, les plus gros morceaux, vieux morceaux d'Ancien Régime. Mais dès le 1852, en 2 ans, nous voyons le même jour concession de Dourges et Courrières, 5 000 hectares, 3 000 hectares de concession, et le 15 janvier 1853, les 3 grandes compagnies, Lance, Grenet, Neu, déposent leur concession. Donc, nous avons 18 concessions, ça y est, le bassin est saturé, nous avons 18 concessions qui se partagent. Le nouveau bassin, fabuleux, on l'avait négligé, il est intéressant, le bassin du Pas-de-Calais. Et en 1954, c'est la dernière concession à Cauchy-la-Tour.
Au total, jusqu'à présent, 30 000 hectares de concessions sont passés sous cette époque par rapport aux origines. Mais d'ailleurs, rappelons-nous qu'au début du chemin de fer, au temps jadis, bien sûr, les chemins de fer étaient construits pour délivrer des charbonnages vers le Rhône, vers le canal, Saint-Étienne à la Loire, Saint-Étienne à Rhône, Alais à Beaucaire, Midanzin, c'est-à-dire dessert les Biganes du Nord, jusqu'à Alais-la-Grand-Combe. Et qu'au fond, nous revoyons sous l'Empire 8 petites compagnies qui se créent à l'ombre des grandes, qui sont des compagnies à vocation minière, Graisse-Sac-Béziers, Carmaux-Albi, Montluçon-Moulin, Lille-Béthune, Bully-Grenet, Valenciennes-Lille, Épinac-Canal de Bourgogne, Herberguette dans le nord et nord-est. Nous avons 8 compagnies qui éclosent à vocation, pareil, de délivrer de desservir des bassins mouillés. Les statistiques de François Chamin, qui était le directeur de la Compagnie de l'Est, qui a publié un remarquable ouvrage, Cours à l'école des ponts, nous permettent de mesurer cet appel par le chemin de fer aux houilles à la prospérité, puisqu'au fond, de 1851 à 1862, la consommation française est multipliée par 2, parce qu'au fond, la France maintenant est bien irriguée en charbon par le réseau ferré. Il est intéressant de mesurer aussi ce stimulant du chemin de fer à travers 2 indicateurs intéressants et un peu négligés, qui sont des indicateurs de l'innervation du réseau des grandes voies dans les sites industriels, à savoir, premièrement, les chemins de fer industriels. Alors, je vais mélanger la pédale. Oui, je reviens sur... Je reste... Oui, donc, je reviendrai sur ces indicateurs. Alors, je reviens sur la houille, c'est quand même important de montrer cette connexion. Le trafic apporté par les compagnies explose, j'évoquais les concessions, et les compagnies de chemin de fer vont jouer le jeu. On comprend qu'elles sont incitées à faire des tarifs spéciaux pour faciliter cette concurrence à travers les tarifs houillés. Ainsi, c'est intéressant, je prends le cas de la Compagnie du Nord, la plus importante, dont la vocation était bien sûr, par le charbon du Nord, Pas-de-Calais, d'irriguer la France, en particulier Paris. Un tarif de base, c'est le wagon de moins de 10 tonnes, sera facturé 10 centimes la tonne kilométrique. Sous l'impulsion des conventions de 1859-1863, importantes au fond, c'est la parenthèse puisque j'ai un peu de temps, m'y étendre un petit peu, d'un point de vue financier, les compagnies ont construit les artères rentables, et puis très vite, on voit bien que le rendement, plus on s'éloigne de Paris, plus le rendement chute. Mais en 1927, Napoléon III leur dit, mais attendez, ça ne suffit pas, il faut construire le réseau, c'est une vocation publique de créer un réseau en maillage du territoire. Les compagnies renâclent évidemment, donc il faut négocier les conventions de 1859, c'est-à-dire, oui, allez, vous allez construire un nouveau réseau, et vous allez maintenant, l'État se porte garant de pouvoir verser aux obligataires qui ont financé ce réseau, de leur assurer un intérêt garanti. C'est le système de la garantie d'intérêt qui, les compagnies finalement sont à l'aise. S'il y a un trop-plein d'argent sur le nouveau réseau, il sera reversé. S'il y a un trop-plein sur le nouveau réseau, il aidera le système du déversoir à renflouer le nouveau réseau. Et puis, c'est un excédent fabuleux, l'État partagera un petit peu de la cagnotte. Ce qui est important, cette convention de 1859, elle va secréter, jusqu'en 1938, elle va secréter la garantie d'intérêt. C'est-à-dire, au fond, le bon épargnant français va acheter des obligations de chemin de fer garanties par l'État, mais les compagnies doivent être remboursées, bien sûr, ces avances de l'État au mauvais jour, au beau jour. En fait, il n'y a jamais eu de beau jour. Je reviens sur les tarifs du Nord. C'est l'occasion, lorsqu'on négocie par l'État, dans le cahier des charges, on forcera la main aux compagnies pour leur dire vous devez réviser vos tarifs à la baisse. Par exemple, passer de 10 centimes à 3 centimes pour assurer, alimenter les ports de
du littoral ou les bassins métallurgiques avec le charbon français. Donc pression sur les tarifs auxquels les compagnies dont elles pouvaient tirer bénéfice. Le secrétaire général du comité des houillères, qui chaque année publie une chronique sur l'état des houillères en France, Burat, nous rappelle le lien organique qu'il y a entre la houille et le chemin de fer. Le chemin de fer a besoin du charbon, mais inversement, le charbon a besoin du chemin de fer. Non seulement les houilles apportent au chemin de fer un tonnage précieux, mais elles sont l'élément indispensable des transports et de la locomotion. Dans ces conditions, ce seul énoncé démontre combien l'industrie du chemin de fer se trouve liée à celle des houillères. Un pays qui ne posséderait pas de houillères et dont le chemin de fer serait alimenté par les importations étrangères serait privé d'un des éléments les plus essentiels de son indépendance. Et effectivement, à l'horizon, il y a la question, the call question, qui est posée par Jevons en Angleterre, un projet, un seul calcul, extrapolation de la consommation de charbon. En 111 ans, Jevons annonce la fin des houillères anglaises. C'est un moment d'inquiétude. Il sera réfuté par des gens plus sérieux pour dire qu'il n'y a pas quand même de raison de s'inquiéter. En tout cas, il y a une enquête qui est commanditée en 1866 par le ministre Behic, toujours supportant mal, au fond, que le commerce maritime, les chemins de fer, sont encore trop dépendants de la houille anglaise, si bon marché, si chère et de bonne qualité. Donc il confie une mission à un commissaire de surveillance administrative, un petit fonctionnaire Ruols, qui, 5 ans après cette commandite, va sortir un gros rapport, 4 volumes, l'enquête sur les houilles en France. L'idée, c'est de... Monsieur Ribet, excusez-moi. Juste pour que vous organisiez, il vous faudra conclure d'ici 5 minutes. D'accord, c'est voilà. très bien. Vous le savez. C'est très bien, c'est parfait. Oui, l'idée, c'est très intéressant. Par exemple, il dit, finalement, si on veut vendre de la houille de l'Aveyron à Bordeaux, son pouvoir calorifique est de 10% moins cher du charbon de Cardiff. Et à regarder le tarif de la compagnie Paris-Orléans de Cazéville, Grand Sac à Bordeaux, cela voudrait dire qu'elle devrait réduire de 10% le tarif spécial de manière à ce qu'au port de Bordeaux, la houille de l'Aveyron arrive avec qualité, enfin, oui, à qualité de combustible égale sur le marché libre. C'est une enquête assez remarquable qui montre quoi finalement? Elle montre quoi? On n'a pas parlé. Comment tu peux dire? Oui, c'est pas mal, mais quand même, ils font ce qu'ils veulent avec le tarif, avec les tarifs spéciaux. On a évoqué libre concurrence, mais non, les tarifs spéciaux sont du coût humain finalement. Ils privilégient finalement, Nolens-Volens, ils privilégient quelques sites industriels de manière parfois un peu trop choquante et visible. C'est là un des problèmes. J'ai évoqué le pain de l'industrie, qui est le charbon, mais aussi, voilà, le pain de l'agriculture, c'est les engrais. Et je trouve que c'est intéressant de rebondir un petit peu sur ce mot qu'ignoraient les économistes, c'est l'histoire des engrais. J'ai cherché, il n'y a quasiment pas de littérature là-dessus, mais nous retrouvons Jacquemin qui, consacre un chapitre de son cours à, bien sûr, les engrais, c'est fondamental, engrais amendement, nous avons un rôle à jouer pour recouvrir le territoire dans les meilleures conditions de tarifs de nos engrais amendements. Et le réseau de l'Est va faire des choux gras, si je puis dire, en réduisant des tarifs de 10 centimes à 4 centimes, un wagon bien rempli à 300 km, en délivrant par exemple les plâtrières de la banlieue est de Paris, nombreuses, à Lagny, Chelles, etc., à aller couvrir de ce gypse, en particulier la Sologne, moyennant accord avec le Paris-Orléans. Les Ardennes vont trouver des gisements importants de phosphate qui vont écouler jusqu'en Sologne. Ce chapitre mérite d'être connu. À ma connaissance, en 1910, il n'y a quasiment pas de grande entreprise manufacture d'engrais en France. Voilà. Je termine en évoquant le bilan de tout ça. Bien sûr que la France, en 1910, est recouverte de 2350 gares, c'est-à-dire 8 gares sur 100 communes en France en moyenne. On a tenté l'expérience des petits chemins de fer d'intérêt local, abandonné les conseils généraux, le résultat est très mince. Il n'y a que 270 km exploités dans 8 départements, affaire souvent de spéculateurs qui tournent au vinaigre. Plus intéressant, et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, chemin de fer économie,
deux indicateurs. C'est d'abord le nombre des embranchements particuliers. Alors ça, c'est intéressant. Nous disposons d'une statistique des embranchements particuliers de l'usine à la voie ferrée. Et il y en a 565 à la fin du Second Empire. Par ordre décroissant, évidemment, le nord, l'est, ouest. Le PLM 159, le nord 134, l'est 122. Et puis après, on voit les trois réseaux misérables, pauvres. Le PO 54, l'ouest 33 et mon cher Midi 25. Bon. Reflet de ces embranchements intéressants. Tout à l'heure, ça, je suis troublé. Voilà, il faudrait évoquer, bien sûr, les voies ferrées industrielles et minières. C'est aussi un très bon indicateur. C'est un très bon indicateur. Et voilà. On créera ces chemins de fer miniers embranchés. Miniers et forts sont très particuliers. Ils sont l'affaire de concession. C'est des embranchements, finalement. On en compte 11, 1850-1859, mais autant en 1860 et autant encore 11 dans la deuxième décennie. Autrement dit, 1860 est une date clé dans cette histoire-là. Je termine avec un petit peu quand même de citron et d'acide dans les débats jusqu'à nos jours, en évoquant que ce paysage... Alors, je voulais évoquer aussi, pour terminer, quand même que même si on a des engrais et du charbon, il faut encore des hommes d'affaires. Eh oui. Alors j'étais super pris de découvrir la figure moderne de l'homme d'affaires qui naît avec le chemin de fer. Minard, à son cours des ponts et chaussées en 1834, dit que le chemin de fer est précieux pour les hommes d'affaires. Le temps des hommes d'affaires est très précieux. On peut considérer leur personne comme un capital au intérêt qui a plus de valeur que la plupart de même poids. Un sac de café, on doit même chercher à abréger le temps de leur voyage, perdu pour eux et pour la société. Et par contre, Minard dit, marchandise, ça, c'est pas pressé, ça prendra les canaux et la route. Minard se trompe abusivement en ne prévoyant l'avenir que pour les hommes d'affaires. L'Arabie, polytechnicien dans Lyon, qui au Conseil général s'évertue à faire passer le chemin de fer par Auxerre. Excusez-moi, et là je ne plaisantais pas. Hein, bon. Alors, on dit que l'homme d'affaires pourra aller discuter le Chablis à Auxerre dans la journée et tourner le soir. L'homme d'affaires. Perdonner, encore meilleur. Perdonner invente, anticipe les rendez-vous d'affaires. Élargissant l'horizon des chemins de fer, l'horizon intellectuel, le champ de nos conceptions s'agrandit dans le cercle de nos relations. On ne s'écrit plus pour traiter les affaires importantes, on se réunit. L'invention de la région d'affaires. Hein. Proudhon en rajoute, on sait qu'avec cette vitesse, cette régularité, l'avantage inappréciable de pouvoir, dans la même journée, aller 200 km, remplir un mandat et retourner. Et Flaubert résume à la fin, chemin de fer. S'extasier sur l'invention et dire « Moi, monsieur, qui vous parle, j'étais ce matin à Paris, je suis parti par le train à Nantes, et là-bas, j'ai fait mes affaires, et je suis rentré le soir à Paris. » C'est Flaubert. Merci.